Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Comme je vous le disais, au lendemain d'Azincourt en 1415, donc, l'Angleterre semble toucher le sommet de sa puissance. Henri V apparaît comme le souverain quasi invincible, la chevalerie française a encore été écrasée donc, la Normandie tombe progressivement dans leurs mains, Paris finit par être sous influence anglaise, le traité de Troyes, on est en 1420, le rêve paraît devenir réalité pour nos amis anglais, qui ne sont pas nos amis à l'époque. Un roi d'Angleterre va donc hériter du royaume de France. Pour beaucoup d'Anglais, c'est donc, ça y est, l'aboutissement de près d'un siècle de guerre. Le royaume qui se sentait inférieur, qui avait un sentiment d'infériorité par rapport à la France, maintenant est capable de gouverner les deux couronnes, donc tout va bien. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que commencent à apparaître les signes les plus profonds de l'épuisement anglais. Parce que derrière les triomphes militaires, la guerre devient de plus en plus difficile à soutenir. Pourquoi ? Vous avez compris. Parce qu'une victoire militaire spectaculaire ne suffit pas à administrer un royaume, notamment un royaume aussi vaste que le royaume de France, et surtout parce que l'occupation coûte énormément d'argent. C'est donc un tournant essentiel. Au XIVe siècle, beaucoup de campagnes anglaises reposaient largement sur la logique de la chevauchée. On débarque, on ravage, on pille, on humilie l'ennemi, et puis on remballe et on repart. Sauf qu'au XVe siècle, avec Henri V, changement d'ambition. Là, il ne s'agit plus désormais de gagner des batailles. On sait qu'on peut les gagner. Et on continue de les gagner. Donc maintenant, on gagne des batailles, mais on occupe des villes, on maintient des garnisons, on administre les provinces, on lève des impôts, on rend la justice, on protège les routes, on contrôle les populations. Là, effectivement, au XVe siècle, on peut commencer à voir une sorte d'occupation du terrain. Pas comme le Troisième Reich, bien sûr, mais quand même, on commence à voir un peu plus d'anglais, notamment dans les textes, les lois et les impôts. Autrement dit, l'Angleterre tente maintenant de gouverner une partie de la France. Et cette transformation exige là des ressources non plus considérables, mais cette fois immenses. Et les historiens insistent beaucoup sur la fragilité financière croissante du royaume anglais au XVe siècle, parce que contrairement à une idée reçue, l'Angleterre n'est pas un État extraordinairement riche. Encore une fois, j'insiste. Les revenus royaux sont limités. Les recettes fiscales diminuent progressivement depuis les années 1430 et 1440. Le commerce souffre toujours et toujours plus. Les revenus des douanes baissent, évidemment, la guerre continue donc bon, et plus les territoires français sont perdus, plus les finances anglaises se dégradent, c'est vraiment là un point capital. Les conquêtes françaises avaient temporairement permis à la monarchie anglaise de se financer grâce aux impôts levés, en Normandie notamment, et dans les territoires occupés, mais ça n'a qu'un temps, c'est pas tout le temps. On se paye sur la bête, mais on ne peut pas se payer indéfiniment. Et si on se paye trop, on s'ouvre un deuxième front, ce qui est quand même dangereux. Et quand les territoires commencent à échapper au contrôle anglais, et là, tout l'édifice, cette fois, vacille, parce qu'il tenait avec des bouts de ficelle, mais quand la première lâche, c'est toutes les autres qui vont lâcher. Et cette fragilité financière produit des conséquences extrêmement concrètes en Angleterre. Les populations continuent à subir, elles, les impôts, les réquisitions, les perturbations commerciales, le ravitaillement militaire qui coûte un bras. Et dans certaines régions, le ressentiment grandit contre les soldats eux-mêmes, comme je vous le disais tout à l'heure, les vols, les viols, les extorsions, les abus, etc., etc. Il y a toujours des viols, c'est toujours c'est ce qui suit toujours les armées, c'est comme ça. Et c'est vraiment important parce que c'est ce que les Anglais vivent dans leur chair. Et pendant longtemps, la guerre a été présentée quand même comme une aventure glorieuse au nom du royaume. Ils sont bien contents, mais maintenant, elle devient synonyme de désordre, de coups, d'insécurité, d'arrogance militaire, etc., etc. Les soldats sont perçus parfois moins comme des héros que comme des hommes dangereux qui vivent aux dépens des populations locales, sur place. Je parle bien des Anglais, pas des Français. Et cette tension s'aggrave encore quand les succès militaires commencent à disparaître. Oui. Le grand problème de l'Angleterre au XVe, c'est plus un problème psychologique, parce que pendant près d'un siècle, ils ont vécu avec l'idée de la supériorité militaire, Crécy, Poitiers, Azincourt. Mais ces victoires ont créé une confiance immense, l'archer, etc. Et puis soudain, cette certitude commence à s'effondrer. La situation se dégrade en France. C'est la bergère là qui pointe le bout de son nez, Jeanne d'Arc. Elle bouleverse quand même le conflit. C'est quand je dis en général la légende, le merveilleux
s'installe dans la politique et dans la guerre. Bah oui, c'est un peu une légende merveilleuse, mais c'est une légende réelle. Enfin, ça a existé, le personnage a existé, il a bouleversé quand même le conflit. Le traité de Troyes n'a pas suffi à faire accepter durablement un roi anglais aux Français, et les historiens insistent sur ce point, hein. Ni les traités, ni les sacres, parce qu'il a été sacré à Paris, hein, pas à Reims, c'est ça l'erreur. Tout ça ne peut pas être imposé aux Français, on ne peut pas imposer un souverain comme ça, un souverain que maintenant ils considèrent comme étranger, parce que parfois ça a quand même aussi chez nous renforcé un sentiment, pas national, mais un sentiment de fraternité. Et ça constitue probablement l'un des plus grands échecs politiques anglais de toute la guerre, parce que les Anglais qui ont remporté des victoires militaires vraiment extraordinaires, je crois que là j'arrête de rigoler, mais c'est vrai, ils n'ont jamais réussi à transformer complètement ces succès en adhésion durable des populations françaises. Ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et pendant ce temps-là, côté anglais, la fatigue grandit, la guerre dure depuis maintenant plusieurs générations, ça fait 3 générations quand même que ça dure. Des familles entières ont vécu toute leur existence dans ce conflit. Alors chez eux, c'est une chose, c'est économique. Chez nous, c'est sur le terrain. C'est-à-dire que pendant 3 générations, on a vécu dans plein de régions, mais pas surtout toute la France, hein, encore une fois. Mais on a vécu avec la tension militaire constante. Les impôts sont structurels maintenant, le commerce reste perturbé, les campagnes militaires continuent d'engloutir des fortunes, et la peur d'une invasion française qui n'a jamais totalement disparu, même si bon... dans les faits, ça a vite disparu quand même, parce que l'Angleterre demeure vulnérable par la mer. Le sud du royaume est resté obsédé par des raids côtiers, les populations gardent le souvenir quand même des attaques précédentes, ça reste, tout ça, ça reste présent dans les esprits. Mais cette peur en plus se combine maintenant avec une autre inquiétude, et si l'Angleterre était en train de perdre ? Bah ouais, cette question devient de plus en plus sensible dans les années 1430, 1440, et elle fragilise profondément le pouvoir royal. Parce que Henri VI, c'est pas Henri V, je dirais même c'est tout l'inverse. Il est faible, il est hésitant, il n'est pas du tout charismatique, il est très éloigné du modèle du roi guerrier victorieux. Là, le contraste est brutal. Et plus les défaites s'accumulent en France, plus les critiques vont apparaître en Angleterre. Et le Parlement devient un espace de tension croissante. Les élites commencent à se diviser, les accusations de mauvaise gestion se multiplient, on critique les dépenses, les pertes militaires, les choix politiques, les favoris royaux bien sûr, la corruption, supposée là encore de certains responsables. Autrement dit, la guerre de 100 ans commence à produire une crise intérieure anglaise. Et cette crise est d'autant plus violente que le royaume avait construit une immense partie de son prestige autour des succès militaires français. Donc le retournement est psychologiquement brutal. Le royaume qui se voyait comme conquérant mondial commence à découvrir maintenant ses limites. Et pendant ce temps-là, en France, là aussi, quelque chose a changé. Les Français reconstruisent lentement un État. Et un État plus solide, une armée plus permanente, une fiscalité plus efficace, une artillerie aussi plus moderne. Les Anglais, eux, commencent au contraire à montrer des signes d'épuisement structurel. C'est tout le paradoxe de ce 15e siècle anglais. La guerre de 100 ans a contribué à renforcer le sentiment national anglais, c'est vrai, mais elle a aussi vidé progressivement le royaume de ses ressources. Elle a créé la fierté, mais aussi de la colère. Elle a donné des héros, mais aussi des tensions sociales et politiques profondes. Et surtout, elle a préparé lentement l'Angleterre à une autre catastrophe, parce que quand les derniers territoires français vont tomber, le royaume anglais ne va plus trouver dans la guerre extérieure ce qui avait longtemps servi de ciment national. Et les divisions vont alors se retourner vers l'intérieur même du pays.